Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Kijin Gento Show. Aujourd'hui, l'épisode 9 qui, je pense, combiné à l'heure et quelques qu'on a eu dans le premier épisode, sert plus ou moins de conclusion à ce premier arc de la série. Alors, je peux me tromper, j'ai pas encore vu l'épisode 10. J'enregistre cette review quelques semaines après avoir vu pour la première fois cet épisode 9 et avoir enfin le temps, mi-juillet, là, de m'y remettre un peu plus sérieusement. Et ouais, je pense que cet épisode sert un petit peu de conclusion à la première partie de la série. Je verrai bien si j'ai tort, mais la fin de cet épisode, ça donne vraiment l'impression que, voilà, on a fait une boucle quelque part. Mais on va en discuter. Donc, on retrouve notre très chère Jinya en train de se battre ou de se défendre, ça dépend comment vous voyez les choses, contre Akitsu Somegoro. Donc cette espèce d'artisan un petit peu ambulant qui avait donné une épingle de cheveux à Natsu et qui l'avait complètement transformée, limite possédée, pour qu'elle soit à fond sur Jinya en tant que grand frère. Alors, ce qui n'est pas déconnant vu les liens tacites qu'ils partagent, puisque donc le père biologique de Jinya euh, a adopté Natsu, comme on avait vu au tout début de la série. Donc en fait, c'est presque comme si elle était sa petite sœur en fait, même s'il reste toujours le cas Suzune qu'il va falloir se dépatouiller un de ces quatre. Mais voilà, donc c'était un petit peu l'intrigue du dernier épisode. Et du coup, Jinya avait réussi à retrouver la trace de celui qui avait vendu cette épingle à Natsu. Et là, voilà, ils vont avoir un petit affrontement. Donc, Akitsu Sonegoro se bat avec des espèces d'esprits, des esprits de chiens, qui, on va le découvrir, en fait, sont faits d'objets en papier, visiblement, même si ça m'a l'air quand même vachement plus solide que juste du papier, mais pourquoi pas. Des Inugami. Et donc voilà, donc c'est des petites créatures qui sont assez difficiles de s'en débarrasser parce que bah, tu peux les détruire autant que tu veux, et puis ça finit par revenir quand même, quoi. Donc Akitsu Somegoro va prendre brièvement le dessus, et pense d'ailleurs s'en être bien tiré, mais Jinya utilise ses pouvoirs de démon, réussit à couper son ennemi, mais en fait on se rend compte que c'est juste un clone de papier, un grand classique, qui me fait beaucoup penser au voyage de Chihiro, du studio Ghibli, si vous l'avez vu. Et du coup, Jinya va essayer d'abord d'utiliser son pouvoir d'invisibilité pour s'en sortir, sauf que bah, malheureusement, les chiens, ça a une bonne ouïe, mais c'est surtout connu pour avoir un bon odorat, donc il le retrouve assez facilement. Et il va du coup ensuite utiliser son pouvoir de ruée pour aller directement attaquer Akitsu Sonegoro. Et il va même réussir à absorber le pouvoir de son ennemi pour pouvoir retourner les chiens contre lui, et c'est comme ça du coup qu'il arrive assez facilement à l'acculer. Et du coup, bah, il va lui demander, écoute, t'as vendu une épingle à une jeune fille, et depuis qu'elle l'a mis dans les cheveux, elle est complètement différente, explique-moi ce qui se passe, quoi. Et du coup, bon, bah, Sonegoro, il comprend pas trop au début, il se dit, ah bah non, je lui ai pas vendu, je lui ai donné, je pense avoir une idée de ce qui se passe. Et donc, visiblement, en fait, Akitsu Sonegoro descend d'une école, alors ce n'est pas une lignée familiale, mais c'est vraiment une école de fabrication, on va dire, un petit peu comme des écoles d'arts martiaux, mais pour de la création d'objets, puisque donc le premier Sonegoro Akitsu était apparemment tellement doué à son job de créer des objets qu'il a fini par leur créer une âme au passage. C'est une philosophie, moi, qui me plaît énormément, cette idée que chaque objet, chaque petit détail du quotidien, chaque lieu, ce genre de choses, peut avoir une émotion, peut avoir des souvenirs. Ce qui fait du coup que l'horreur japonaise me touche du coup un petit peu plus, parce que du coup, en tout cas, dans un truc comme The Ring ou comme Ju-On, c'est vraiment ouais, des pensées négatives qui arrivent à se transmettre et à se propager, puisque c'est beaucoup plus facile de propager des sentiments négatifs que des sentiments positifs, mais que voilà, tout objet peut avoir une âme, peut prendre une espèce de conscience au bout d'un certain temps ou de ce genre de choses. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup dans le mythos japonais, pour le coup. Voilà, et du coup, ce qu'il en déduit, c'est qu'en fait, cette fameuse épingle aiguille à cheveux là, bah en fait, Jinya porte sur lui un objet qui fait réagir cette aiguille à cheveux.
Et donc, on découvre que c'est le fameux Kogai, donc cette espèce de petit truc qui accompagne les samouraïs, qu'avait offert le propriétaire du petit restaurant dans lequel il va manger, qui est donc un authentique Akitsuso Megoro. Et donc, du coup, il va du coup aller voir Natsu, la prendre un petit peu à part, marcher un petit peu avec elle, se refléter un petit peu, repenser à tous ses sentiments par rapport à Suzune, donc qui est sa vraie petite sœur, pour tout ce qu'on en sait, mais que du coup, il n'a pas réussi à garder ses sentiments, entre guillemets, purs jusqu'au bout, et qu'aujourd'hui, il se considère pas vraiment digne, en fait, d'être le petit frère de Suzune. Et du coup, voilà, il a plein de sentiments compliqués qui tournent, et d'autant qu'il sait qu'il devra l'arrêter un jour ou l'autre. Et du coup, voilà, Natsu, en tout cas, l'esprit qui possède Natsu, lui dit que non, n'importe qui est capable de retourner à l'endroit qui est fait pour lui, l'endroit qu'il désire. Il faut juste avoir la persévérance, de un, mais également en avoir la détermination, en avoir la volonté, bref. On peut tous retrouver notre foyer, notre maison, en fait. Et du coup, donc, Jinya va donner, du coup, ce fameux Kogai à cette jeune fille. Et en fait, voilà, ce que Somegoro il avait suspecté, c'est qu'en fait, l'aiguille et le Kogai ont été faits un petit peu comme une paire. Et du coup, vu qu'ils ont été probablement faits par le même artisan, c'est comme s'ils étaient frères et sœurs, en fait. Et c'est donc à ça que réagissait l'esprit de l'aiguille. Et du coup, donc, quand ils vont être réunis tous les deux, en fait, ils vont pouvoir partir en paix. Et si j'ai bien compris, il y avait un coucou sur l'aiguille et des lilas au niveau du Kogai. Et du coup, voilà, donc ils arrivent plus ou moins à partir en paix tous les deux, en rendant du coup à Natsu toute son intégrité. Alors, chose intéressante, mais je sais pas vraiment jusqu'où faut aller dans la déduction, c'est que, donc a priori, l'aiguille appartenait à une femme et le Kogai à un samouraï qui étaient probablement ensemble. Euh, Là où c'est intéressant, c'est que il y a une personne qui, après tout ça, entend un coucou chanter, et c'est donc Yokata, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, euh, cette jeune femme qui, qui aide un petit peu Jinya depuis quelques épisodes, qui lui donne un petit peu des infos, ce genre de choses. Donc voilà, il se demande si du coup, moi de ce que j'en comprends, c'est que Jinya se demande si cette aiguille à la base ne lui appartenait pas. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas plus de trucs à développer sur le personnage? Je ne sais pas. Encore une fois, vu la fin de l'épisode, je ne sais pas vraiment où va partir la série à partir de l'épisode 10. Donc on verra bien. En tout cas, ça ne m'étonnerait pas que le générique change bientôt. Encore une fois, vu qu'on a eu un premier épisode de 1 heure, c'est comme si on avait eu l'équivalent de 3 épisodes. 9 plus 3, ça fait 12, donc on arriverait à ce qui pourrait être un milieu de saison. Mais bon, voilà, encore une fois, je m'avance. Et c'est là où la fin de l'épisode devient très 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 intéressant, puisqu'on revient dans une époque proche de la nôtre. Donc qu'on avait vu du coup à la toute fin de l'épisode 1 et qui était jamais vraiment trop revenu. On se demandait mais qu'est-ce qu'elle veut faire la série par rapport à tout ça? Puisqu'on sait que donc Suzune, qui est censé être le roi des démons, ou je sais plus quel truc là, est censé arriver à son apogée environ 270 ans, je crois que c'est quelque chose comme ça, après l'époque médiévale et féodale dans laquelle on était. Ce qui nous arrive à peu près à cette époque moderne. Et donc on va voir cette jeune fille qui se trouve dans le temple, qui discute un petit peu avec sa mère et qui essaye de comprendre un petit peu pourquoi est-ce qu'elle doit jouer la Miko, pourquoi est-ce que tout ça en fait. Et sa mère va lui expliquer que, a priori, dans un lointain passé, il y a quelqu'un qui a demandé à ce que toutes les filles de cette lignée portent le caractère Yoru de la nuit dans leur nom, et également de continuer à préserver l'endroit dans lequel elle se trouve. Donc, ce que sa mère lui explique, c'est que, voilà, on ne sait pas nécessairement le pourquoi du comment, mais c'était visiblement important pour quelqu'un il y a très longtemps, et du coup, il est de leur devoir, en fait, de continuer à perpétrer cette tradition, même si elles n'en comprennent pas nécessairement le sens profond. C'est quelque chose que j'aime bien. C'est une mentalité qu'on retrouve également dans Higurashi. Si vous avez vu la série ou joué ou lu au visual novel. Euh, Il y a plein d'interprétations sur pas mal de noms dans la série. Il y a pas mal de lore là-dessus.
Et on a un personnage qui adore creuser un petit peu dans le lore de Higurashi pour essayer de comprendre d'où viennent les traditions, pourquoi est-ce que telle ou telle chose marche comme ça. Donc ça m'y a fait penser ici. Et du coup, donc alors qu'elle est laissée un petit peu sans trop de vraies réponses, qui c'est qui se pointe dans le sanctuaire? Jinya, lui-même, donc à 270 ans plus tard. Franchement, bien conservé le mec. Franchement, j'aimerais bien avoir sa crème de jour. Bref, blague à part. euh, donc il essaye un petit peu de savoir si c'est elle la prêtresse et où est-ce qu'il est tombé en fait. Et on découvre que ce sanctuaire s'appelle le sanctuaire Jinta. Et ça a ému profondément Jinya aux larmes, puisque donc ce qui nous explique, ce qui est bien rappelé dans cet épisode-là, c'est qu'il a abandonné son nom d'origine qui était Jinta, parce qu'il ne se sent plus digne de le porter, pour plein de raisons différentes, et que du coup il a adopté le nom de Jinya. Et je dois bien avouer, ça, je m'en souviens, quand j'ai vu cet épisode la première fois, quand j'ai vu cette fin, bah moi aussi ça m'a ému aux larmes en fait, parce que je trouve ça magnifique. Parce que grosso modo, ce que Jinya en retourne, c'est que donc en fait, il est retourné dans le petit village où tout le début de cette histoire s'est passé, quoi. Et j'ai été revérifier un petit peu l'épisode 1, et effectivement, le chef du village, après s'être excusé platement pour du coup tous les problèmes qu'il avait causés involontairement, ben en fait, il a assuré Jinya qu'il ferait tout son possible pour qu'il ne soit pas oublié et pour qu'il puisse un jour potentiellement rentrer ici. Et du coup, Jinya comprend que c'est ce qu'il a réussi à faire. Et bah du coup, il est très heureux de savoir qu'il a un endroit où il peut rentrer concrètement. Et là où c'est intéressant, c'est que donc, en plus, t'as le générique de fin, t'as l'ending qui se lance à ce moment-là, donc t'as toutes les émotions aussi qui reviennent. Et du coup, visiblement, il est inscrit à l'école. Et du coup, donc, il va faire partie des camarades de classe, plus ou moins jusqu'à quel niveau on sait pas trop, mais donc de cette jeune fille. Et donc, est-ce que la suite des événements va se dérouler dans cette époque-là? Bah, je suis très curieuse de voir. Encore une fois, toute cette première partie de saison fait penser à quelque chose qu'on aurait eu, euh, mettons dans une série comme R, par exemple, du studio Ki. Ça fait partie des trucs que le studio Ki, pour expliquer des éléments bizarres qui se passaient dans notre époque moderne, nous a montré en flashback dans l'animé. Et encore une fois, il faudra que je trouve le temps de faire le visual novel. Mais voilà, c'est surprenant de voir du coup une histoire qui adopte ce parti pris-là. Mais voilà, va falloir voir comment est-ce que la série décide de jouer avec tout ça. Donc voilà. J'ai pas grand-chose de plus à dire sur cet épisode à part qu'il était toujours aussi bon. Et puis bah voilà, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 10. Et puis bah en attendant, portez-vous bien. Allez, bye les gens.